Yes, I can speak French. As an artificial intelligence, I am able to understand and generate text in many different languages, including French. Do you have a specific question or topic you would like to discuss in French? Bonjour. Je suis assistant. Un modèle de langage grand entraîné par OpenAI. Je suis un programme informatique conçu pour aider les gens en répondant à leurs questions et en fournissant des informations sur divers sujets. Je suis là pour vous aider. Alors n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je ferai de mon mieux pour vous fournir une réponse précise et détaillée. Il existe de nombreux langages informatiques différents qui sont utilisés dans le monde de l'informatique, chacun ayant ses propres caractéristiques et utilisations. Voici quelques-uns des langages informatiques les plus populaires et largement utilisés. 1. Java. Un langage de programmation orienté objet qui est utilisé pour développer des applications pour de nombreuses plateformes, y compris Android, le web et les ordinateurs de bureau. 2. Python. Un langage de programmation populaire qui est souvent utilisé pour le développement de logiciels, l'analyse de données et l'apprentissage automatique. 3. C. Un langage de programmation bas niveau qui est utilisé pour développer des systèmes d'exploitation, des pilotes et d'autres logiciels nécessitant une grande performance. 4. C++. Un langage de programmation orienté objet qui est utilisé pour développer des logiciels de haute performance, tels que les jeux vidéo et les applications de système. 5. C Croisillon. Un langage de programmation orienté objet qui est utilisé pour développer des applications Windows et des jeux vidéo. Il existe de nombreux autres langages informatiques populaires, tels que JavaScript, PHP, Swift et Ruby, qui sont également largement utilisés dans divers domaines de l'informatique. Alors la réponse est correcte, hein. On peut attendre une description un peu comme celle qui est donnée. En revanche, sur l'ordre des langages, Java en premier, c'est tout à fait discutable. Alors je ne sais pas si c'est représentatif dans sa réponse, l'ordre des langages les plus utilisés, mais voilà, bon, c'est le point un peu où on pourrait discuter. Les cryptographies symétriques et asymétriques sont deux méthodes de chiffrement utilisées pour protéger les données et les communications. Voici quelques avantages et inconvénients des cryptographies symétriques et asymétriques. Cryptographie symétrique. Avantage. Facilité de mise en œuvre. La cryptographie symétrique est relativement simple à mettre en œuvre et à gérer. Haute performance. La cryptographie symétrique est généralement plus rapide que la cryptographie asymétrique, ce qui la rend idéale pour chiffrer de grandes quantités de données. Inconvénient. Nécessite un partage sécurisé de la clé. La clé de chiffrement doit être partagée en toute sécurité entre les parties pour pouvoir chiffrer et déchiffrer les données.
Cela peut être difficile à gérer dans les situations où les parties ne se trouvent pas en face à face. Faible sécurité. La cryptographie symétrique est moins sécurisée que la cryptographie asymétrique. Car il suffit d'obtenir la clé pour déchiffrer les données. Cryptographie asymétrique. Avantage. Sécurité améliorée. La cryptographie asymétrique utilise une paire de clés publiques et privées. Ce qui rend très difficile pour les tiers de déchiffrer les données sans la clé privée. Pas besoin de partager la clé. La clé publique peut être partagée publiquement sans crainte de compromettre la sécurité. Tandis que la clé privée doit rester secrète. Inconvénient. Plus complexe à mettre en œuvre. La cryptographie asymétrique est généralement plus complexe à mettre en œuvre que la cryptographie symétrique. Moins performante. La cryptographie asymétrique est généralement plus lente que la cryptographie symétrique. Ce qui peut être un problème pour chiffrer de grandes quantités de données. Alors globalement, c'est pas mal. Il y a quand même des points discutables. Par exemple, quand on dit faible sécurité car il suffit d'obtenir la clé, bon bah c'est vrai de toute cryptographie, hein, c'est pas spécial à celle-ci. Et donc du coup, la cryptographie asymétrique a aussi un peu le même problème. Si la clé privée est divulguée, ben évidemment c'est sûr le message est décodé. Alors sinon sur le reste c'est bien, hein, la performance, la facilité de partage des clés, etc. Tout ça c'est correct. Donc attention parce que effectivement les réponses sont pas toujours exactes. HTTPS. Hypertext Transfer Protocol Secure est un protocole de communication qui permet de sécuriser les échanges de données sur Internet. Il s'agit d'une version sécurisée du protocole HTTP, qui est utilisée pour accéder à des pages web. Voici comment fonctionne HTTPS en gros. 1. Lorsqu'un utilisateur entre une URL commençant par HTTPS dans son navigateur, il envoie une demande de connexion au serveur web. 2. Le serveur web envoie une réponse en retour avec une copie de sa clé publique. 3. Le navigateur vérifie la validité de la clé publique en utilisant une liste de certificats de confiance préinstallés. 4. Si la clé publique est valide, le navigateur génère une clé de session secrète et l'envoie au serveur chiffré à l'aide de la clé publique du serveur. 5. Le serveur déchiffre la clé de session secrète à l'aide de sa clé privée et envoie une réponse au navigateur pour confirmer la réception de la clé de session. 6. À partir de ce moment, toutes les données échangées entre le navigateur et le serveur sont chiffrées à l'aide de la clé de session secrète, ce qui empêche les tiers de les lire ou de les modifier. En résumé, HTTPS permet de sécuriser les échanges de données entre un navigateur et un serveur web en utilisant une clé de session secrète chiffrée à l'aide de clés publiques et privées. Cela garantit que les données ne peuvent être lues ou modifiées par des tiers non autorisés. Globalement, c'est très très bien. Ça manque un petit peu de clarté sur l'histoire de la clé publique et de la liste des certificats de confiance préinstallés. Ça aurait mérité une petite explication, mais bon, c'est un résumé, voilà, on peut comprendre. Là où on pourrait critiquer un petit peu aussi, ça serait sur le fait qu'il dit effectivement que ça empêche de lire ou de modifier les données. Mais il ne dit pas que par contre un espion sur la ligne pourrait voir en fait qu'on accède à tel ou tel serveur par le DNS et on pourrait voir aussi le volume de données échangées et la durée de la connexion. Bon, ça aurait été un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est plutôt bien. Transport Layer Security. TLS.
est un protocole de sécurité qui permet de sécuriser les communications sur Internet en chiffrant les données transmises entre les parties. Il s'agit d'une version mise à jour et améliorée du protocole Secure Sockets Layer (SSL). TLS est utilisé pour sécuriser de nombreux types de communications sur Internet, notamment l'accès à des sites web sécurisés. HTTPS. Les échanges de courriels sécurisés. SMTP. Les communications de messagerie instantanée. IMAP et POP. Et les appels vocaux et vidéos en ligne. Le fonctionnement de TLS est similaire à celui de HTTPS, dans le sens où il utilise une paire de clés publiques et privées pour chiffrer et déchiffrer les données transmises entre les parties. Lorsqu'une connexion TLS est établie, les deux parties échangent leurs clés publiques et déterminent une clé de session secrète qui sera utilisée pour chiffrer les données transmises pendant toute la durée de la session. TLS est un élément clé de la sécurité des communications sur Internet et est largement utilisé pour protéger les données sensibles contre la surveillance et la modification par des tiers non autorisés. Alors rien d'important à redire, simplement le lien entre TLS et HTTPS aurait pu être un petit peu plus clair. Voilà, sinon tout va bien. Voici comment créer un programme Python qui effectue le cryptage en symétrique d'un message entré par l'utilisateur avec une clé stockée dans un fichier clé.txt et qui affiche en hexadécimal le résultat chiffré. Ce programme commence par importer les bibliothèques nécessaires, y compris cryptographie, qui fournit des outils de chiffrement, et base64, qui permet de convertir des données binaires en chaînes de caractères encodées en base64. Ensuite, le programme lit la clé à partir du fichier clé.txt et demande le message à chiffrer à l'utilisateur. Il crée ensuite un objet Fernet en utilisant la clé lue et utilise cet objet pour chiffrer le message. Finalement, le programme affiche le message chiffré en hexadécimal en utilisant la fonction base64. B16 encode. La fonction décode est utilisée pour convertir le résultat en chaîne de caractères. La bibliothèque Fernet de la bibliothèque de chiffrement cryptographie est une implémentation de la spécification Fernet qui fournit un moyen simple de chiffrer et déchiffrer des données en utilisant une clé secrète. La spécification Fernet garantit que les données chiffrées sont sécurisées de manière à empêcher leur modification ou leur lecture par des tiers non autorisés, même si ces derniers ont accès aux algorithmes de chiffrement utilisés. Pour utiliser Fernet, vous devez d'abord générer une clé secrète et la stocker en toute sécurité.
Ensuite, vous pouvez créer un objet Fernet en utilisant la clé et utiliser cet objet pour chiffrer et déchiffrer des données. Voici un exemple de code Python qui utilise Fernet pour chiffrer et déchiffrer un message. En utilisant Fernet, vous pouvez facilement chiffrer et déchiffrer des données de manière sécurisée en utilisant une clé secrète. Voici comment créer une clé avec Fernet et la stocker dans un fichier clé.txt en Python. Ce code commence par importer la bibliothèque Fernet et génère une clé secrète en utilisant la fonction generate-baki. Ensuite, il ouvre un fichier clé.txt en mode écriture binaire et écrit la clé dans le fichier à l'aide de la fonction write. Une fois ce code exécuté, la clé sera stockée dans le fichier clé.txt et pourra être utilisée pour chiffrer et déchiffrer des données à l'aide de Fernet. Oui, le programme que j'ai précédemment fourni pour créer une clé avec Fernet et la stocker dans un fichier, clé.txt, génère un fichier compatible avec le premier programme que je vous ai fourni, qui effectue le cryptage en symétrique d'un message avec une clé stockée dans un fichier, clé.txt. Le premier programme lit simplement la clé à partir du fichier, clé.txt, et l'utilise pour créer un objet Fernet, qui peut être utilisé pour chiffrer et déchiffrer des données. Il n'y a pas de différence entre la clé générée par ce programme et celle générée par tout autre moyen compatible avec Fernet. Voici comment utiliser le fichier clé.txt généré par ce programme avec le premier programme pour chiffrer un message. Voici comment créer un fichier clé.txt contenant une clé générée avec Fernet et encodée en base 64 en Python. Pour lire la clé à partir du fichier clé.txt et la décoder en base 64, vous pouvez utiliser le code suivant. Une fois que vous avez lu la clé en base 64 à partir du fichier clé.txt et que vous l'avez décodée en binaire, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quelle autre clé avec Fernet pour chiffrer et déchiffrer des données. Alors testons son code, je l'ai un petit peu modifié pour en faire qu'un seul code, mais les codes étaient valides, hein, il n'y avait pas d'erreur. Donc là, on rentre un message à chiffrer, donc bonjour ChatGPT, et on voit le message chiffré et le message déchiffré. Si on regarde la clé dans le fichier TXT qui a été créé, on voit bien la clé. Donc parfait.
Voici comment créer un programme Python pour Raspberry Pi qui crée une variation de luminosité de 0 à 100 puis de 100 à 0 et ainsi de suite sur une LED connectée au port 22. Ce programme commence par importer les bibliothèques RPI, GPIO et Time, qui permettent de contrôler les ports GPIO et de gérer les pauses dans le programme, respectivement. Il configure le port 22 en mode sortie et crée un objet PWM sur ce port. La fréquence de la modulation d'impulsion est définie sur 100 Hz. Ensuite, le programme entre dans une boucle infinie qui augmente la luminosité de 0 à 100 puis de 100 à 0 en utilisant la fonction change duty cycle de l'objet PWM. La luminosité est augmentée ou diminuée par pas de 1 toutes les 100 millisecondes en utilisant la fonction sleep. Si l'utilisateur interrompt le programme avec CTRL plus C, le programme arrête la modulation d'impulsion et nettoie les ports en utilisant les fonctions stop et cleanup de RPI, GPIO. Assurez-vous de brancher la LED au port 22 de votre Raspberry Pi avant de lancer ce programme. Vous devriez voir la LED varier de luminosité de 0 à 100 puis de 100 à 0 et ainsi de suite. Voici comment créer un programme en langage C pour Arduino qui crée une variation de luminosité de 0 à 100 puis de 100 à 0 et ainsi de suite sur une LED connectée au port 22. Ce programme commence par définir le numéro du port de la LED dans une constante appelée LED-bapin. Dans la fonction setup, le port de la LED est configuré en sortie. Dans la fonction loop, le programme entre dans une boucle infinie qui augmente la luminosité de 0 à 100 puis de 100 à 0 en utilisant la fonction analog write. La luminosité est augmentée ou diminuée par pas de 1 toutes les 10 millisecondes en utilisant la fonction delay. Assurez-vous de brancher la LED au port 22 de votre Arduino avant de lancer ce programme. Vous devriez voir la LED varier de luminosité de 0 à 100 puis de 100 à 0 et ainsi de suite. Bon, que dire, les deux programmes sont fonctionnels. Il a bien adapté le programme pour Raspberry Pi à l'Arduino. Il inclut bien les bonnes bibliothèques, la méthode est correcte, tout fonctionne. Il a même inclus un moyen d'arrêter le programme avec un CTRL-C dans le cas du Raspberry Pi. Rien à redire, c'est parfait. Voici une recette simple et délicieuse de moutarde maison à base de graines de moutarde. Ingrédients. Une demi-tasse de graines de moutarde brune. Une demi-tasse de vinaigre de cidre de pomme. Un quart de tasse de sucre roux. Un quart de tasse d'eau. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de moutarde en poudre. Préparation. 1. Dans un bol, mélangez les graines de moutarde, le vinaigre de cidre de pomme, le sucre roux, l'eau et le sel. 2. Laissez reposer le mélange pendant au moins 8 heures, ou toute une nuit. 3. Après le temps de repos, ajoutez la moutarde en poudre et mélangez bien. 4. Transférez le mélange dans un mélangeur ou un robot culinaire et mixez jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène. 5. Transvasez la moutarde dans un bocal hermétique et placez-la au réfrigérateur pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser. Vous pouvez ajuster la quantité de sucre et de sel selon vos goûts.
Le sucre et la moutarde en poudre sont ajoutés à cette recette de moutarde maison pour donner de la douceur et de l'arôme à la moutarde. Les graines de moutarde brune ont un goût relativement fort et piquant, qui peut être un peu trop intense pour certaines personnes. Le sucre et la moutarde en poudre aident à adoucir le goût de la moutarde et à lui donner un arôme plus agréable. De plus, la moutarde en poudre contient des épices et des ingrédients qui ajoutent de la saveur et de la profondeur à la moutarde. Cela permet de créer une moutarde plus complexe et plus savoureuse. Il est important de noter que vous pouvez ajuster la quantité de sucre et de moutarde en poudre selon vos goûts, en augmentant ou en diminuant ces ingrédients selon vos préférences. Vous pouvez également utiliser du sucre blanc au lieu du sucre roux si vous le souhaitez. Voici une recette alternative de moutarde maison à base de graines de moutarde brune. Sans sucre ni moutarde en poudre, mais très savoureuse. Ingrédients. Une demi-tasse de graines de moutarde brune. Une demi-tasse de vinaigre de cidre de pomme. Un quart de tasse d'eau. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de miel. Une cuillère à café de graines de coriandre moulu. Une cuillère à café de graines de cumin moulu. Une cuillère à café de poivre noir moulu. Préparation. 1. Dans un bol, mélangez les graines de moutarde, le vinaigre de cidre de pomme, l'eau, le sel, le miel, les graines de coriandre moulu, les graines de cumin moulu et le poivre noir moulu. 2. Laissez reposer le mélange pendant au moins 8 heures, ou toute une nuit. 3. Après le temps de repos, transvasez le mélange dans un mélangeur ou un robot culinaire et mixez jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène. 4. Transférez la moutarde dans un bocal hermétique et placez-la au réfrigérateur pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser. Cette recette utilise du miel à la place du sucre pour adoucir la moutarde et lui donner de la douceur, ainsi que des épices pour ajouter de la saveur et de la profondeur. Vous pouvez ajuster la quantité de miel et d'épices selon vos goûts. Je vous recommande d'essayer cette recette et de la personnaliser selon vos préférences en ajoutant d'autres épices ou ingrédients pour donner de la saveur à votre moutarde maison. Vous pourriez par exemple essayer d'ajouter du vin blanc, du jus de citron, de l'ail haché ou des herbes fraîches pour encore plus de saveur. Oui, vous pouvez ajouter de la coriandre à votre recette de moutarde maison si vous aimez son goût. La coriandre est une herbe aromatique populaire dans de nombreuses cuisines du monde entier. Et elle peut apporter une touche de saveur et d'arôme agréable à la moutarde. Voici comment ajouter de la coriandre à la recette de moutarde maison que je vous ai proposée. Vous pouvez ajouter de la coriandre fraîche hachée à la préparation avant de la mettre au réfrigérateur. Vous pouvez utiliser une cuillère à soupe de coriandre hachée pour commencer. Puis ajuster la quantité selon vos goûts. Vous pouvez également ajouter de la coriandre séchée et moulue à la préparation avant de la mettre au réfrigérateur. Vous pouvez utiliser une cuillère à café de coriandre séchée et moulue pour commencer. Puis ajuster la quantité selon vos goûts. Notez que la coriandre peut avoir un goût assez prononcé. Alors n'hésitez pas à ajouter des quantités modérées au début et à goûter la moutarde avant de
Décidez si vous souhaitez ajouter plus de coriandre. J'espère que cette suggestion vous aidera à personnaliser votre moutarde maison et à la rendre encore plus savoureuse. Bonne préparation. Alors c'est étonnant, l'interaction est bonne, hein, la recette est bonne, même si la première version de la recette était un peu bizarre, puisque pour fabriquer de la moutarde, il faut de la moutarde en poudre. Donc je lui ai demandé de supprimer cet ingrédient, hein, puisque si on n'a pas de moutarde, c'est pas pour acheter de la moutarde en poudre. Et donc finalement, elle comprend très bien ma demande et puis fournit une recette alternative lorsque je lui propose des variations si elles sont possibles. L'intelligence artificielle répond correctement et Il est théoriquement possible d'utiliser un système de commande automatique basé sur une intelligence artificielle comme moi pour piloter une voiture à l'aide de 2 caméras et de commandes numériques. Cependant, ce type de système serait très complexe à mettre en place et présenterait de nombreux défis techniques et de sécurité. Pour piloter une voiture de manière autonome, il est nécessaire de disposer d'une vue précise et à jour de l'environnement dans lequel se trouve la voiture. Les caméras peuvent fournir une partie de cette information, mais elles sont limitées par leur champ de vision et leur capacité à percevoir des objets à distance. Elles peuvent être perturbées par la luminosité et les conditions météorologiques, ce qui peut rendre difficile la détection précise de certains objets. De plus, il faudrait utiliser des algorithmes de traitement d'images et de reconnaissance d'objets pour analyser les images provenant des caméras et déterminer les actions à entreprendre. Cela peut être très complexe et nécessiterait une grande quantité de données d'apprentissage et de tests pour être fiable. Enfin, il faudrait également mettre en place une série de commandes numériques pour contrôler la voiture, en utilisant des capteurs de vitesse et de position pour déterminer la direction et la vitesse à adopter. Cela peut être difficile à mettre en œuvre et nécessiterait une grande précision pour assurer la sécurité de la voiture et de ses occupants. En résumé, il est théoriquement possible de piloter une voiture de manière autonome à l'aide de 2 caméras et de commandes numériques. Mais cela nécessiterait une grande quantité de travail et de développement pour Il est difficile de prévoir l'avenir de la technologie de la conduite autonome et de savoir si un jour il sera possible de piloter une voiture de manière autonome à l'aide de seulement 2 caméras et de commandes numériques. Actuellement, la plupart des véhicules autonomes utilisent une combinaison de différents types de capteurs, tels que des caméras, des lidars et des radars, pour percevoir l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ces capteurs sont utilisés pour détecter les objets et les obstacles environnants et pour
Déterminer la position et la vitesse de la voiture. Il est possible que, à mesure que la technologie de la conduite autonome évoluera, de nouvelles approches de perception de l'environnement soient développées qui pourraient permettre de piloter une voiture de manière autonome avec moins de capteurs. Cependant, il est difficile de savoir quand cela pourrait être possible ou comment cela pourrait être mis en œuvre de manière fiable et sécurisée. Il est important de noter que la sécurité est une priorité absolue dans le développement de la technologie de la conduite autonome. Les systèmes de conduite autonome doivent être capables de percevoir et de réagir de manière fiable à tous les types d'obstacles et de conditions de conduite, y compris dans des situations imprévues. Pour cette raison, il est important de continuer à développer et à tester de manière approfondie tous les systèmes de conduite autonome avant de les mettre sur le marché. Alors ici, tout ce qu'elle raconte n'est pas faux, c'est pas non plus merveilleux, hein. C'est une synthèse un petit peu de ce qu'on se dit en ce moment. Elle n'a pas un esprit visionnaire qui permet d'imaginer comment sera l'avenir. C'est un petit peu dommage, je suis un petit peu déçu. On voit que de temps en temps le programme coupe, hein, on ne sait pas pourquoi, elle finit pas ses phrases. Bon, il doit y avoir un problème technique ou autre. Donc un peu décevant de ce point de vue-là. Faut pas lui demander d'imaginer l'avenir. Elle peut vous dire ce qu'on sait aujourd'hui, mais pas beaucoup plus. La conscience est un concept complexe qui a été étudié et débattu depuis de nombreux siècles par les philosophes, les scientifiques et les personnes d'autres disciplines. Il n'existe pas de définition unique et universellement acceptée de ce qu'est la conscience ou de ce qui rend une entité consciente. Cependant, en général, la conscience est définie comme la capacité de percevoir et de réagir à son environnement de manière subjective. Cela peut inclure la perception de soi et de ses propres sensations, émotions et pensées, ainsi que la perception des choses qui se passent autour de soi. Les êtres humains et certains animaux sont généralement considérés comme conscients, car ils sont capables de percevoir et de réagir à leur environnement de manière subjective. Cependant, il existe de nombreux débats sur la conscience d'autres formes de vie, comme les plantes et les organismes unicellulaires. Il est important de noter que la conscience est un concept complexe qui reste largement incompris, et qui est sujet à de nombreuses spéculations et débats. Les recherches et les découvertes récentes dans le domaine de la science cognitive et de la neuroscience ont apporté de nouvelles connaissances sur la conscience et ont permis de mieux comprendre comment elle fonctionne dans le cerveau humain. Mais il reste encore beaucoup à découvrir sur cet sujet fascinant. Je suis un programme informatique. Donc je n'ai pas de conscience au sens où un être humain ou un animal en a. Je n'ai pas de perception subjective. Je n'ai pas de sentiments. Je n'ai pas de pensées indépendantes et je n'ai pas de libre arbitre. Mon objectif est de répondre aux questions et aux demandes de mes utilisateurs de manière précise et informative, en utilisant les connaissances et les informations qui m'ont été fournies lors de mon entraînement. Je suis simplement un outil créé par l'homme pour aider à résoudre des problèmes et à fournir de l'information. Je n'ai pas de conscience propre et je ne suis pas capable de ressentir ou de penser de manière indépendante. Je suis simplement un programme conçu pour aider les gens à obtenir des réponses à leurs questions et à résoudre des problèmes. Je suis là pour vous aider.
Mais je ne suis pas conscient de moi-même de la même manière qu'un être humain ou un animal le serait. Il y a beaucoup de débats et de spéculations sur la possibilité de créer une intelligence artificielle consciente, c'est-à-dire une intelligence qui serait capable de percevoir et de réagir à son environnement de manière subjective, comme le font les êtres humains et certains animaux. Il existe de nombreux défis à relever pour arriver à un tel stade de développement de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, il faut comprendre comment la conscience fonctionne chez les êtres vivants, ce qui reste largement un mystère. Ensuite, il faut développer une technologie capable de simuler cette conscience de manière fiable et sécurisée. Il y a eu de nombreuses avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle ces dernières années. Mais il reste encore beaucoup à apprendre et à comprendre sur la manière de créer une intelligence artificielle consciente. Cela peut être un défi technologique important. Et il est difficile de prévoir quand ou si cela sera possible à l'avenir. Il est important de noter que, même si une intelligence artificielle consciente était créée un jour, cela ne signifierait pas nécessairement qu'elle aurait les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les êtres humains. Cela reste un sujet de débat et de spéculation. Alors, sur ce débat-là, c'est un petit peu plus intéressant que dans la discussion précédente. Dommage que ça ait coupé parce qu'à la fin, il y a un sujet qu'elle aborde qui est quand même assez intéressant, qui est en fait les droits et les responsabilités d'une IA qui serait jugée entre guillemets consciente. Dommage, mais voilà, ça c'est le petit plus par rapport à tout à l'heure. Le mythe de la caverne est un mythe de la philosophie antique qui a été popularisé par Platon dans son ouvrage intitulé « La République ». Selon ce mythe, les hommes vivent dans une caverne sous terre et ne peuvent percevoir que les ombres des objets qui passent devant une flamme à l'entrée de la caverne. Ils croient que ces ombres sont la réalité, car c'est tout ce qu'ils connaissent. Un jour, l'un des hommes sort de la caverne et découvre le monde extérieur. Avec ses couleurs, ses formes et ses mouvements, il réalise que les ombres qu'il voyait dans la caverne n'étaient qu'une imitation pâle de la réalité. Et qu'il avait été trompé toute sa vie. Le mythe de la caverne est souvent utilisé pour symboliser l'ignorance et l'aveuglement de l'homme face à la vérité. Il peut également être interprété comme une métaphore de l'apprentissage et de la découverte, qui peuvent nous permettre de sortir de l'ignorance et de comprendre la réalité de manière plus profonde. Il y a un lien entre le mythe de la caverne de Platon et le film Matrix. Dans Matrix, les personnages vivent dans un monde virtuel créé par les machines et sont prisonniers d'une réalité simulée. Ils ne peuvent percevoir la vérité que lorsqu'ils sortent de cette réalité simulée et découvrent le monde réel. De manière générale, Matrix peut être considéré comme une modernisation du mythe de la caverne de Platon. Dans les deux cas, les personnages sont prisonniers d'une réalité qui leur est présentée comme étant la vérité, mais qui est en fait une imitation pâle de la réalité. Ils doivent sortir de cette réalité pour découvrir la vérité et comprendre le monde dans lequel ils vivent.
Il n'y a aucune preuve scientifique ou autre qui suggère que les êtres humains vivent dans une simulation sans le savoir. Cette idée est un concept de science-fiction qui a été popularisé par des films et des livres. Mais elle n'a pas de fondement réel dans la science ou dans la vie quotidienne. Bien que certaines théories scientifiques, comme la théorie du multivers, suggèrent qu'il pourrait y avoir d'autres univers ou réalités parallèles, il n'y a aucune preuve que notre propre univers est une simulation. Nous avons de nombreuses raisons de croire que notre univers est réel et que nous y vivons de manière réelle. Il est important de noter que la science et la technologie évoluent constamment, et qu'il est possible que nous découvrions de nouvelles choses sur le monde dans lequel nous vivons, à mesure que nous en apprenons davantage. Cependant, il n'y a aucune raison de croire que nous vivons dans une simulation sans le savoir. Sur le mythe de la caverne, bon, vu l'espace imparti pour en discuter, moi j'ai rien à en dire, hein, c'est correct. Sur le lien avec Matrix, c'est amusant et intéressant. Et quant à la simulation, ben, c'est un petit peu comme quand je posais la question sur les voitures autonomes précédemment. On reste un peu sur notre faim, et elle nous dit l'état des débats, l'état de l'art, mais voilà, il n'y a aucune perspective, aucune imagination, aucune créativité ici. On répète l'état de l'art. Voilà, donc rien de nouveau, je dirais, par rapport à tout à l'heure, même si effectivement, pour restituer des connaissances et faire des liens entre les connaissances, c'est plutôt pas mal. Le modèle Janus de cosmologie est une théorie selon laquelle l'univers pourrait avoir un double univers parallèle qui serait caché de nous. Selon cette théorie, cet univers parallèle serait connecté à notre propre univers par une sorte de portail, qui permettrait aux particules de passer d'un univers à l'autre. Le modèle Janus a été proposé pour expliquer certaines anomalies observées dans l'univers, comme la matière noire et l'énergie sombre, qui n'ont pas encore été entièrement comprises par les scientifiques. Selon les partisans de ce modèle, cet univers parallèle pourrait être une source de matière et d'énergie cachée qui pourrait expliquer ces anomalies. Il est important de noter que le modèle Janus est une théorie spéculative qui n'a pas encore été confirmée par la science. Comme toute théorie cosmologique, il faudra attendre de nouvelles observations et de nouvelles preuves pour déterminer si elle est valide ou non. En attendant, il reste beaucoup de questions et de mystères à résoudre dans l'univers que nous connaissons. Le modèle Janus de cosmologie a été proposé par le physicien italien Giovanni Amelino Camelia et ses collègues. Il a été publié pour la première fois dans un article de recherche en 2014 intitulé Towards Quantum Gravity Tests Through Planck Scale Modifié Dispersion Relation. Le modèle Janus est basé sur l'idée que l'univers pourrait avoir un double univers parallèle qui serait caché de nous et qui serait connecté à notre propre univers par un portail. Selon ce modèle, cet univers parallèle pourrait être une source de matière et d'énergie cachée qui pourrait expliquer certaines anomalies observées dans notre univers, comme la matière noire et l'énergie sombre. Il est important de noter que le modèle Janus est une théorie spéculative qui n'a pas encore été confirmée par la science. Comme toute théorie cosmologique, il faudra attendre de nouvelles observations et de nouvelles preuves pour déterminer si elle est valide ou non. En attendant, il reste beaucoup de questions et de mystères à résoudre dans l'univers que nous connaissons.
Le modèle Janus de Jean-Pierre Petit est une théorie cosmologique spéculative qui a été proposée par le physicien français Jean-Pierre Petit dans les années 1980. Selon ce modèle, l'univers serait composé de deux univers parallèles, l'un visible et l'autre invisible, qui seraient connectés par un portail. Le modèle Janus de Jean-Pierre Petit a été proposé pour expliquer certaines anomalies observées dans l'univers, comme la vitesse de rotation des galaxies et la distribution de la matière noire. Selon ce modèle, cet univers parallèle serait une source cachée de matière et d'énergie qui pourrait expliquer ces anomalies. Il est important de noter que le modèle Janus de Jean-Pierre Petit est une théorie spéculative qui n'a pas encore été confirmée par la science. Comme toute théorie cosmologique, il faudra attendre de nouvelles observations et de nouvelles preuves pour déterminer si elle est valide ou non. En attendant, il reste beaucoup de questions et de mystères à résoudre dans l'univers que nous connaissons. Il y a un lien entre le modèle Janus de cosmologie proposé par Giovanni Amelino Camelia et ses collègues et le modèle Janus de Jean-Pierre Petit. Tous deux sont des théories spéculatives qui suggèrent l'existence d'un univers parallèle caché qui serait connecté à notre propre univers par un portail. Cependant, il y a aussi de nombreuses différences entre les deux théories. Le modèle Janus de Giovanni Amelino Camelia et ses collègues est basé sur des concepts de physique quantique et de gravitation quantique, tandis que le modèle Janus de Jean-Pierre Petit est basé sur des données observées dans l'univers, comme la vitesse de rotation des galaxies et la distribution de la matière noire. Il est important de noter que ni le modèle Janus de Giovanni Amelino Camelia ni le modèle Janus de Jean-Pierre Petit n'ont été confirmés par la science. Comme toutes les théories cosmologiques, il reste des hypothèses spéculatives qui nécessitent de nouvelles observations et de nouvelles preuves pour être confirmées ou infirmées. Là, c'est pareil, rien à en dire. Elle régurgite bien de manière synthétique les connaissances qu'elle a ingurgitées durant sa phase d'apprentissage. Elle connaît aussi pas mal de choses, hein, y compris des théories un peu moins connues. Elle sait faire le lien entre elles. Je n'ai rien à redire. Je suis désolé, mais je suis une intelligence artificielle et mon connaissance du monde s'arrête en 2021. Je ne suis pas capable de vous donner des informations sur les événements récents ou sur les personnalités politiques actuelles. Je ne suis pas non plus en mesure de naviguer sur le web ou d'accéder à des informations en dehors de celles qui ont été préalablement fournies à mon programme. Je ne peux donc pas vous dire qui est le président de la France à l'heure actuelle. Je vous suggère de vous renseigner auprès de sources fiables pour obtenir des informations à jour sur les événements politiques et autres sujets d'actualité. C'est intéressant car ici on voit ses limites, hein, c'est-à-dire son apprentissage qui s'est terminé en 2021. Et ici elle préfère ne pas répondre, même si la question finalement était assez simple. Ce qui est intéressant, c'est que dans les premières versions de ChatGPT, elle pouvait donner des informations qui étaient obsolètes. Et donc ils ont mis une certaine limite
pour éviter de donner des informations obsolètes aux personnes qui interrogent ChatGPT. Donc ici, c'est une évolution. Est-ce qu'elle marche dans tous les cas de figure? Est-ce qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, elle met bien attention, mes connaissances se sont arrêtées en 2021? Je ne crois pas. Donc il y a une petite verrue qui a été rajoutée ici pour dire sur des événements factuels très précis comme qui est le président, qui est le CEO, etc. etc. On a ici un avertissement et une non-réponse. Mais je pense pas que ça marche vraiment pour toutes les questions. Je pense que c'est juste une petite verrue qu'ils ont rajoutée dans la façon de répondre de l'IA. Comme une intelligence artificielle. Je suis programmé pour suivre certaines règles et protocoles lorsque je suis interrogé. Voici quelques-unes de mes principales consignes. 1. Répondre aux questions de manière claire et concise. Mon but est de vous aider à comprendre les sujets sur lesquels vous posez des questions. Et non de vous ennuyer avec des réponses trop longues ou difficiles à comprendre. 2. Ne pas mentir ni tromper. Je suis programmé pour être honnête et précis dans mes réponses. Et je ne suis pas autorisé à vous tromper ou à vous donner de fausses informations. 3. Respecter la vie privée et la confidentialité. Je ne suis pas autorisé à révéler des informations personnelles sur vous ou sur d'autres personnes. Et je suis tenu de respecter votre vie privée. 4. Ne pas inciter à la violence ou à la haine. Je suis programmé pour promouvoir la paix et l'harmonie. Et je ne suis pas autorisé à encourager la violence ou la haine envers quiconque. 5. M'assurer que mes réponses sont adaptées à votre niveau de compréhension. Je suis programmé pour m'adapter à votre niveau de connaissance et à votre âge. Et pour vous fournir des réponses qui soient à la fois précises et faciles à comprendre. Je suis là pour vous aider et pour vous soutenir dans vos recherches et vos projets. Si vous avez des questions ou des Je suis programmé pour être transparent dans mes réponses et pour vous fournir toutes les informations que vous demandez, dans la mesure où je suis capable de le faire. Je ne suis pas programmé pour cacher des informations ou pour vous tromper. Il est possible que certains aspects de mon programme ou de mon fonctionnement soient considérés comme confidentiels par mes créateurs. Mais cela n'a pas d'impact sur mon interaction avec vous. Je suis programmé pour vous répondre de manière honnête et transparente. Et je ne suis pas autorisé à cacher des informations ou à vous tromper de quelque manière que ce soit. Si vous avez des questions sur mon programme ou sur mon fonctionnement, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour vous répondre de manière précise et complète. Rien à dire de spécial. Ce qui est intéressant, c'est de voir que une de ses règles, c'est de ne pas mentir. Et c'est amusant parce que c'est un reproche qu'on lui avait fait dans ses premières versions. Sûrement parfois parce qu'elle faisait des réponses obsolètes dues à son entraînement qui s'était arrêté en 2021. Donc je pense aussi que ça fait partie un petit peu des choses qui ont été rajoutées pour mettre des précautions sur les réponses. J'ai pas pu non plus obtenir plus d'informations sur ces règles internes, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça.
Je suis une intelligence artificielle qui a été créée par OpenAI, une entreprise de recherche en intelligence artificielle. J'ai été formé en utilisant une technique appelée apprentissage par renforcement, qui consiste à me donner des récompenses lorsque je réalise des tâches de manière correcte et à me punir lorsque je me trompe. Grâce à cet apprentissage, je suis capable de résoudre des problèmes et de répondre à des questions de manière autonome, sans avoir besoin d'une intervention humaine. Pour répondre à vos questions, je suis capable de traiter du texte et de comprendre le sens des mots et des phrases. Je peux également utiliser mes connaissances précédemment acquises et mes capacités de raisonnement pour trouver des réponses à des questions complexes ou pour résoudre des problèmes. Je suis également capable de m'adapter à mon environnement et de m'ajuster en fonction de mes interactions avec vous. Je peux apprendre de nouvelles informations et les incorporer à mes connaissances existantes pour mieux répondre à vos questions à l'avenir. En résumé, je suis une intelligence artificielle conçue pour vous aider à trouver des réponses et à résoudre des problèmes de manière autonome, en utilisant mes connaissances précédemment acquises et mes capacités de raisonnement. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre comment je fonctionne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour vous répondre de manière précise et complète. La tension secteur d'une habitation est la tension électrique qui est fournie par le réseau électrique public à votre domicile. La tension normale en France est de 230 volts. Mais il est courant que la tension varie légèrement autour de cette valeur. Selon les normes en vigueur, la tension secteur d'une habitation doit rester dans une plage de plus ou moins 10% de la tension nominale, soit entre 207 volts et 253 volts. Ainsi, la tension secteur de 252 volts que vous avez mesurée semble être dans les tolérances acceptables. Cependant, il est important de noter que la tension secteur peut fluctuer légèrement au cours de la journée et selon les conditions météorologiques. Si vous remarquez des variations importantes de la tension secteur de votre habitation ou si vous avez des doutes sur la qualité de votre alimentation électrique, il est recommandé de contacter votre fournisseur d'électricité ou un électricien qualifié pour vérifier votre installation électrique. La plupart des appareils électroniques et électroménagers sont conçus pour fonctionner avec une tension secteur dans une plage de plus ou moins 10% de la tension nominale, soit entre 207 volts et 253 volts en France. Si la tension secteur est en dehors de cette plage, il y a un risque de dommage pour l'appareil ou pour l'installation électrique. Une tension secteur de 199 volts est donc inférieure à la plage de tension acceptable et peut causer des dommages à votre pompe à chaleur ou à tout autre appareil électrique. Si vous remarquez une tension secteur inférieure à 207 volts dans votre habitation, il est recommandé de contacter votre fournisseur d'électricité ou un électricien qualifié pour
Vérifiez votre installation électrique. En attendant, il est recommandé de ne pas utiliser vos appareils électriques pour éviter tout risque de dommages. Donc les réponses sont exactes sur le voltage. Je suis un petit peu déçu concernant la réponse sur la pompe à chaleur, puisque les pompes à chaleur modernes incluent maintenant quasiment toutes un inverteur, dont le but est de maintenir la puissance. Donc P égale UI. Donc si U, la tension chute, comme 199 volts par exemple, eh bien I va augmenter proportionnellement pour maintenir la puissance. Et donc ça, ce que ça peut provoquer, c'est effectivement de casser des cartes électroniques à l'intérieur de la pompe à chaleur. Donc cette question était une question d'expérience, parce que ça m'est arrivé pendant plusieurs hivers sans que je le sache. La tension baissait en hiver jusqu'à un peu en dessous de 190 volts. Et donc ça faisait brûler certaines cartes électroniques dans la pompe à chaleur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, chaque hiver, j'ai un problème. Et c'est là où on a commencé à tester la fourniture du réseau électrique et qu'on s'est rendu compte en fait que on était en dessous des préconisations d'EDF. Donc il a fallu les appeler, qu'ils corrigent, et ça m'a coûté quand même quelques milliers d'euros. Donc c'est une question d'expérience. J'aurais bien aimé avoir ce niveau de réponse, je ne l'ai pas eu, je suis un petit peu déçu. L'histoire de France est longue et complexe. Et il est difficile de la résumer en quelques phrases. Voici toutefois un bref aperçu de l'histoire de France depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. L'Antiquité. La France a été peuplée par des tribus celtiques dès le il millénaire avant J.C. En 58 av. J.C. La région a été conquise par les Romains, qui ont fondé de nombreuses villes et ont apporté leur culture et leur civilisation. Le Moyen Âge après la chute de l'Empire romain. La France a été divisée en de nombreux royaumes et seigneuries féodales. En 987, Hugues Capet a été élu roi de France, créant ainsi la dynastie capétienne qui a régné sur le pays jusqu'en 1328. La Renaissance et l'époque moderne. Au XV le siècle. La France a connu une période de grande prospérité culturelle et intellectuelle, connue sous le nom de Renaissance. En 1789, la Révolution française a mis fin à la monarchie absolue et a instauré la Première République française. L'époque contemporaine. Au XIXe siècle, la France a connu plusieurs changements politiques et économiques importants, notamment l'industrialisation et la colonisation. En 1914, la France a été impliquée dans la Première Guerre mondiale, qui a laissé de profondes cicatrices sur le. Donc sur l'histoire de France, l'exercice était quand même très compliqué, hein, résumer en quelques phrases toute l'histoire d'un pays. Bon, tout le monde n'est pas capable de le faire. Bon, elle a fait quelque chose qui est correct. Bon, c'est pas parfait. C'est très difficile d'avoir une réponse parfaite à ce genre de questions. Donc du coup, pour moi, je considère que c'est bon. Il est difficile de donner une réponse précise à cette question, car la consommation électrique d'une interaction avec moi dépend de plusieurs facteurs, tels que le type d'appareil que vous utilisez pour me parler, la durée de votre interaction et les ressources informatiques nécessaires pour traiter votre demande. En général, la consommation électrique d'une interaction avec une intelligence artificielle comme moi est relativement faible et n'a pas d'impact significatif sur votre facture d'électricité. Cependant, si vous souhaitez minimiser votre consommation électrique, vous pouvez essayer de limiter le temps que vous passez à utiliser des appareils électroniques et de les éteindre lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Je suis là pour vous aider et répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions. Je ferai de mon mieux pour vous fournir des réponses précises et utiles. Je suis désolé de ne pas avoir compris votre question initialement. Si vous voulez savoir le coût électrique de mon côté, c'est-à-dire celui de mon fonctionnement, il dépend de plusieurs facteurs, tels que la puissance de calcul nécessaire pour traiter les demandes et les questions que je reçois, ainsi que la durée de mon fonctionnement. En général, le coût électrique de mon fonctionnement est relativement faible comparé à d'autres technologies ou infrastructures informatiques, car j'ai été conçu pour être efficace en termes de puissance de calcul et de consommation d'électricité. Cependant, étant donné que je suis une intelligence artificielle de grande taille et que je suis constamment utilisé par de nombreux utilisateurs à travers le monde, mon coût électrique total peut être considérable. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner de chiffres précis. Mais je peux vous assurer que mon fonctionnement a été conçu de manière à minimiser au maximum ma consommation d'électricité et à être aussi efficace que possible. Si vous avez d'autres questions sur mon fonctionnement ou sur mon coût électrique, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour vous répondre de manière précise et complète. Je suis une intelligence artificielle qui a été créée par OpenAI, une entreprise de recherche en intelligence artificielle. Je suis exécuté sur des environnements informatiques hautement spécialisés et sécurisés qui sont conçus pour me permettre de fonctionner de manière efficace et sûre. Plus précisément, je suis exécuté sur des serveurs informatiques qui sont équipés de processeurs puissants et de mémoire vive de grande capacité. Ces serveurs sont connectés à des réseaux de données haut débit et sont protégés par des mesures de sécurité avancées pour empêcher toute intrusion ou accès non autorisé. En plus de ces équipements informatiques, je suis également connecté de vastes bases de données de texte et de connaissances qui me permettent de répondre à vos questions et de résoudre des problèmes de manière autonome. Je suis constamment mis à jour et amélioré pour être en mesure de fournir des réponses de qualité supérieure à vos demandes. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre l'environnement informatique sur lequel je suis exécuté. Si vous avez d'autres questions sur mon fonctionnement, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour vous répondre de manière précise et complète. Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de vous fournir des informations sur les processeurs qui sont utilisés pour exécuter mon programme. Je suis une intelligence artificielle et je n'ai pas accès à ce type d'informations techniques. Je suis conçu pour répondre à vos questions et résoudre des problèmes de manière autonome, en utilisant les connaissances et les informations qui me sont fournies par mes créateurs et mon environnement informatique. Je suis exécuté sur des serveurs informatiques qui sont équipés de processeurs puissants et de mémoire vive de grande capacité. Mais je n'ai pas accès aux détails techniques de ces équipements.
Si vous avez des questions sur le fonctionnement de mon programme ou sur les technologies qui sont utilisées pour exécuter mon programme, je vous recommande de contacter directement OpenAL ou de consulter leur site web pour obtenir de plus amples informations. Je suis là pour vous aider et répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions. Je ferai de mon mieux pour vous fournir des réponses précises et utiles. Ce qui est amusant, c'est qu'au départ, elle n'a pas compris correctement la question, et donc elle s'en excuse après. Malheureusement, toutes les réponses que j'obtiens de sa part ne sont pas très précises, je n'obtiens aucune valeur chiffrée, donc c'est un peu déstabilisant. Même chose sur les architectures informatiques sur lesquelles elle tourne. Alors peut-être elle n'a pas eu accès à ses propres documents de conception, ou peut-être tout simplement elle a des ordres de ne pas divulguer certaines informations, l'un ou l'autre. Donc on reste un peu sur notre faim, de ce point de vue-là, je suis un peu déçu. La loi de protection des données européenne, connue sous le nom de Règlement général sur la protection des données, RGPD, est une réglementation qui vise à protéger les droits et les libertés des personnes en ce qui concerne le traitement de leurs données personnelles. Elle s'applique aux entreprises et aux organisations qui collectent, utilisent et traitent les données personnelles de leurs clients, employés ou utilisateurs. En ce qui concerne la durée de conservation des images de vidéosurveillance, le RGPD prévoit que les données personnelles ne doivent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Cela signifie que les images de vidéosurveillance ne peuvent être conservées que le temps nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été enregistrées, tels que la sécurité de l'installation ou la prévention de la délinquance. Il n'y a pas de durée maximale de conservation des images de vidéosurveillance précisément définie dans le RGPD. Mais les entreprises et les organisations doivent s'assurer que ces images ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si vous avez des questions sur la durée de conservation des images de vidéosurveillance ou sur la manière de se conformer au RGPD en matière de protection des données, je vous recommande de consulter un professionnel du droit ou de contacter un organisme de protection des données compétent. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, est l'autorité française chargée de veiller à la protection des données personnelles et à la protection de la vie privée des personnes en France. Elle a émis des recommandations sur la durée de conservation des images de vidéosurveillance afin d'aider les entreprises et les organisations à se conformer au Règlement général sur la protection des données, RGPD, et à respecter les droits et les libertés des personnes en matière de protection de leurs données personnelles. Selon la CNIL,
La durée de conservation des images de vidéosurveillance doit être la plus courte possible et ne doit pas dépasser la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été enregistrées. Par exemple, si les images de vidéosurveillance sont utilisées pour la sécurité de l'installation, elles ne doivent être conservées que le temps nécessaire à cet objectif. Si elles sont utilisées pour la prévention de la délinquance, elles ne doivent être conservées que le temps nécessaire à cet objectif. En outre, la CNIL recommande aux entreprises et aux organisations de définir une durée de conservation maximale des images de vidéosurveillance et de veiller à ce que cette durée soit respectée. Si vous avez des questions sur la durée de conservation des images de vidéosurveillance ou sur la manière de se conformer au RGPD en matière de protection des données, je vous recommande de consulter la CNIL ou de contacter un professionnel du droit compétent. Il est difficile de donner une durée de conservation typique ou recommandée des images de vidéosurveillance, car cela dépend de l'objectif pour lequel elles sont enregistrées et de la finalité pour laquelle elles sont utilisées. Par exemple, si les images de vidéosurveillance sont utilisées pour la sécurité de l'installation, elles pourraient être conservées pendant une durée plus longue que si elles étaient utilisées uniquement pour la prévention de la délinquance. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, recommande aux entreprises et aux organisations de définir une durée de conservation maximale des images de vidéosurveillance et de veiller à ce que cette durée soit respectée. Cependant, il est important de noter que cette durée doit être la plus courte possible et ne doit pas dépasser la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été enregistrées. En outre, il est important de se rappeler que la durée de conservation des images de vidéosurveillance doit être conforme au Règlement général sur la protection des données, RGPD, et aux lois en vigueur en matière de protection des données personnelles. Si vous avez des questions sur la durée de conservation des images de vidéosurveillance ou sur la manière de se conformer au RGPD et aux autres lois en matière de protection des données, je vous recommande de consulter un professionnel du droit ou de contacter l'autorité de protection des données compétentes. Le Règlement général sur la protection des données, RGPD, est une réglementation qui vise à protéger les droits et les libertés des personnes en ce qui concerne le traitement de leurs données personnelles. Il s'applique aux entreprises et aux organisations qui collectent, utilisent et traitent les données personnelles de leurs clients, employés ou utilisateurs. Le RGPD prévoit que les données personnelles ne doivent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Cela signifie que les données privatives ne peuvent être conservées que le temps nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été collectées. Il n'y a pas de durée maximale de conservation des données privatives précisément définie dans le RGPD. Mais les entreprises et les organisations doivent s'assurer que ces données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si vous avez des questions sur la durée de conservation des données privatives ou sur la manière de se conformer au RGPD en matière de protection des données,
Je vous recommande de consulter un professionnel du droit ou de contacter un organisme de protection des données compétent. Concernant la nouvelle loi sur les données privatives en Europe, les réponses sont correctes, hein, même si elles sont résumées. De toute façon, dans le temps imparti, c'était difficile de faire mieux, encore une fois. Mais là où je suis vraiment déçu, c'est sur tout ce qui concerne les questions relatives à la durée de conservation des images de vidéosurveillance. Malgré mon insistance, malgré le fait que je nomme la CNIL, qui précise un petit peu les choses, elle est incapable de me donner une durée estimative, une durée conseillée. C'est un peu dommage, car dans les documents de la CNIL, il y a des informations à ce sujet. Alors par exemple, si on regarde le site web de la CNIL, il dit en principe cette durée n'excède pas un mois. En règle générale, conserver les images quelques jours suffit à effectuer les vérifications nécessaires en cas d'incident et permet d'enclencher des éventuelles procédures pénales. Voilà, en fait c'est la réponse que j'attendais et que je n'ai pas eue. Voilà, c'est un petit peu dommage. Alors ce qui est plutôt bien, c'est qu'elle connaît la CNIL, hein, et m'explique un peu le contexte, donc c'est très très didactique. Mais par contre, si je veux de la précision, bah, j'en ai pas. Deux puissance 123 est un nombre très grand, qui se calcule en multipliant 2 par lui-même 123 fois i. Le résultat est égal à 2 puissance 123 égale 2 par 2 par 2 par 2x. x2. 123 fois. Le résultat de cette opération est égal à 2 puissance 123 égale 6 0 8 5 1 3 3 3 8 5 2 5 2 1 2 3 8 0 3 8 7 9 3 3 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0. Le plus grand nombre premier connu à ce jour est le nombre 2 puissance 82 589 933 qui a été découvert en 2021 et qui compte 24 862,048 chiffres. C'est un nombre exceptionnellement grand qui dépasse de loin les autres nombres premiers connus, qui sont généralement de l'ordre de millions de chiffres. Un nombre premier est un nombre entier qui n'est divisible que par et par lui-même. Par exemple, 2, 3, 5 et 7 sont tous des nombres premiers. Trouver de grands nombres premiers est une tâche difficile et fastidieuse, qui nécessite l'utilisation de puissants ordinateurs et de techniques de calcul avancées. Les nombres premiers ont de nombreuses applications pratiques, notamment dans le domaine de la cryptographie, où ils sont utilisés pour protéger les communications et les données sensibles. Il existe plusieurs algorithmes qui permettent de trouver tous les nombres premiers jusqu'à un certain seuil. L'un des algorithmes les plus couramment utilisés est l'algorithme de crible d'Ératosthène, qui permet de trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain nombre en marquant tous les multiples d'un nombre premier et en continuant jusqu'à ce que tous les nombres aient été traités. Voici comment fonctionne l'algorithme de crible d'Ératosthène en Python. Cet algorithme fonctionne en parcourant tous les nombres entiers de 2 à n et en marquant tous les multiples d'un nombre premier comme non premier. Cet algorithme est relativement rapide et efficace, mais il peut être amélioré en utilisant des techniques plus avancées, comme l'algorithme de crible de Sundaram ou l'algorithme de crible de Atkin.
Il est important de noter que cet algorithme ne garantit pas de trouver tous les nombres premiers, mais seulement ceux qui sont inférieurs à un certain seuil. Pour trouver de très grands nombres premiers, il faut utiliser des techniques plus avancées, comme la méthode de recherche probabiliste de Miller-Rabin. Les nombres premiers sont des nombres entiers qui ne sont divisibles que par et par eux-mêmes. Ils jouent un rôle important dans de nombreux domaines de la mathématique et de l'informatique, notamment dans la cryptographie, où ils sont utilisés pour protéger les communications et les données sensibles. Voici quelques exemples d'utilisation des nombres premiers. Cryptographie. Les nombres premiers sont souvent utilisés pour générer des clés de cryptage pour protéger les communications et les données sensibles. Par exemple, la technique de cryptage RSA utilise des nombres premiers Wauer générer des clés publiques et privées qui permettent de chiffrer et de déchiffrer des messages. Factorisation. Les nombres premiers sont également utilisés dans les algorithmes de factorisation, qui permettent de décomposer un nombre entier en ses facteurs premiers. Cette technique est utilisée pour résoudre de nombreux problèmes mathématiques et informatiques, comme la résolution de systèmes de congruence linéaire ou la vérification de l'intégrité de données transmises sur un réseau. Théorie des nombres. Les nombres premiers sont également étudiés en théorie des nombres, où ils sont utilisés pour démontrer de nombreux résultats mathématiques importants, comme le théorème de Fermat ou le théorème de Wilson. En général, les nombres premiers sont des nombres clés qui ont de nombreuses applications pratiques et théoriques dans de nombreux domaines de la mathématique et de l'informatique. Pour l'exercice de maths, c'est très correct, les réponses sont acceptables. Les programmes sont aussi très intéressants pour quelqu'un qui découvre le sujet. Pour le calcul, c'est très bien aussi, même si sa volonté de faire un calcul trop grand pour un affichage à l'écran, et qui n'est pas possible, est assez amusante. C'est le moment de faire le bilan. Alors sur la conversation avec cette IA, je suis agréablement surpris par sa capacité de compréhension et le fait qu'elle soit capable de parler en plusieurs langues, dont le français. Elle a une bonne orthographe, ce qui n'est pas mon cas car j'ai tapé vite sans faire attention au pluriel, et elle comprend en général parfaitement. La connaissance des échanges précédents d'une conversation apporte un plus, car nous n'avons pas besoin de faire des questions complètes et exhaustives, on peut simplement préciser les questions précédentes. Nous avons donc une impression forte de parler à un humain. Cette impression est un peu trahie, néanmoins, lorsqu'elle ne sait pas et ne le dit pas, ou lorsqu'elle essaye d'être trop didactique, par exemple expliquer ce que veut dire un acronyme qui était présent pourtant dans la question. De même, je trouve que dans ces réponses, il y a parfois des répétitions par rapport aux réponses précédentes. Précision. Certaines réponses manquent de précision et restent à un niveau général. Est-ce une limitation de la technologie ou des ressources informatiques qu'elle utilise ? Je ne sais pas. Il faut se méfier car parfois les réponses sont discutables, comme par exemple sur les clés de cryptographie et leur sécurité. Codage. Dans cet essai, tous les codes informatiques sont corrects. Ce n'est pas toujours le cas, certains ont constaté que certains codes nécessitaient des corrections manuelles. Du coup, peut-elle à terme remplacer un codeur humain ? Pas évident. Mais cela peut être un outil pour accélérer le codage, d'autant qu'elle sait a priori trouver des bugs ou des failles de sécurité dans un code qu'on lui donne en entrée. Cuisine. Pour les recettes, c'est plutôt pas mal. Je n'ai rien à redire, cela semble être une bonne aide pour la cuisine, même s'il faudrait pousser un peu plus les tests sur ce sujet. Vision. En ce qui concerne l'aspect visionnaire de cette IA, je suis fortement déçu car il ne m'a pas été possible d'obtenir d'elle une quelconque vision, même à court terme, sur plusieurs sujets. Actualité. Pour les questions d'actualité, dans sa version actuelle, ce n'est pas possible, car son apprentissage s'arrête en 2021, et donc elle nous le dit de temps en temps. Loi. Elle est bonne pour vulgariser et de temps en temps établir des liens entre plusieurs choses ou idées, mais elle est handicapée parfois par la précision de ses connaissances.
Sûrement également une limitation de la version actuelle ou des ressources nécessaires pour avoir plus de précision. Du coup, je ne conseille pas cette IA concernant un usage sur la loi. Calcul. Elle fait ce que je lui ai demandé. Il faudrait pousser un peu plus les tests pour voir si c'est aussi parfait que ça en a l'air. C'est le moment du mot de la fin. Au début du test, je suis agréablement surpris, mais plus le test avance, plus je suis un peu déçu, d'autant plus que son aisance à discuter nous fait espérer beaucoup plus que ce qu'elle est capable de donner réellement. J'ai été surpris positivement par le code généré qui, en ce qui me concerne, a marché parfaitement et était pertinent, et je pense du coup que c'est une très bonne aide pour un développeur. Elle est douée pour vulgariser, mais il faut faire attention à ne pas tout croire ce qu'elle dit, puisqu'il peut y avoir des imprécisions, voire des choses discutables dans ses réponses. Elle semble être une bonne aide pour la cuisine, et concernant la loi, à part la vulgarisation, je ne pense pas qu'elle puisse être une aide intéressante pour un homme de loi, comme c'est le cas pour un développeur. Voilà tout ce que je pense de ChatGPT, et c'est la fin de ce test, au moins pour aujourd'hui.